Bonjour à tous, auditeuristes de la phase, bienvenue dans ce 10e épisode de notre podcast dédié au 7e art. Bonjour Hugo. Bonjour. Notre fin limier de l'entreligne. Aujourd'hui, on parle du nouveau film d'Afzia Herzi, La Petite Dernière, sorti en octobre 2025 et adapté du roman éponyme de Fatima Das. Le pitch est assez simple. Fatima, interprétée par Nadia Meliti, a 17 ans. Elle vit en banlieue avec ses parents et ses deux grandes sœurs. Elle est plutôt douée à l'école, en amitié et au foot. Elle est musulmane et assez pieuse, mais elle va se heurter à des sentiments contradictoires en explorant son homosexualité, qu'elle va embrasser avec plus ou moins de joie au fur et à mesure de son parcours post-bac. La simplicité du film a amené les différentes critiques à chercher la petite bête, comme on dit. Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement la douceur de cette histoire qui ne colle peut-être pas avec les attentes de certains, n'est-ce pas Hugo ? Bah oui, je pense que quand on écoute le pitch que t'as fait, on imagine un peu, si on n'a pas vu le film, déjà des scènes. Et je pense que déjà, ce qui va m'intéresser dans le film, c'est déjà les scènes qui n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on attendrait une scène où Fatima va être dans une histoire homosexuelle et où quelqu'un, par exemple, de ses amis ou de sa famille va la voir et vont apprendre qu'elle est lesbienne et qu'il va y avoir une sorte de grande scène de conflit comme ça. On aurait imaginé qu'elle va devoir faire un choix, qu'elle va avoir des scènes un peu dures comme ça. On pourrait aussi imaginer une scène d'amour où les interdits de sa religion vont faire un peu exploser, où on va lui dire « Ah, mais ce sera moi ou ta religion ». Voilà, on aurait pu imaginer plein de choses comme ça. Et on voit que ces scènes, elle ne les fait pas. C'est un peu comme si la société avait décidé que ces deux éléments, ces deux motifs, religion, homosexualité, n'existeraient que sous le mode du conflit et du clash. Et tout, comme tu as dit, le battage médiatique autour du film ne parle que de ça. Or, c'est un sujet qui n'apparaît explicitement qu'au bout d'1h20 de film. C'est la scène avec l'imam, où cette conflictualité possible entre l'homosexualité et l'islam est posée. Mais sinon, c'est plutôt à l'arrière-plan, en fait. Et là, je me suis déjà dit, en voyant le film se dérouler, j'ai affaire à une vraie artiste. Parce que là où tout le monde aurait collé ces deux sujets d'une certaine manière en opposition, elle a fait un collage différent. L'islam, on va dire son rapport à la religion avance, on la voit prier et tout, un peu parallèlement à sa découverte de l'homosexualité, mais pas sous le motif du clash. Ça avance collé un peu l'un à côté de l'autre. Il y a un autre truc que tu as évoqué un petit peu, où elle fait un peu pareil, c'est sur le foot. Le foot, quand on comprend que Fatima aime le foot, on pourrait s'imaginer un peu deux grands motifs. Premièrement, c'est le lien entre le foot et le lesbianisme. On pourrait imaginer des scènes de vestiaire, machin, des scènes sur le terrain avec du contact un peu sensuel et tout. Il n'y a pas du tout ces scènes-là. Et on peut aussi imaginer à l'inverse le foot comme étant une sorte de symbole des quartiers périphériques et des banlieues, et où du coup il y aurait une sorte d'esprit de bande un peu communautaire fermé d'esprit, et où du coup il y aurait une sorte de rejet comme ça de Fatima. Et ben là, le foot, ce sera pareil ni l'un ni l'autre. Il va un peu avancer à côté en parallèle avec un geste hyper étrange qu'elle fait du foot toute seule. C'est-à-dire que ce truc collectif qui serait le foot, elle le fait toute seule. D'ailleurs, à un moment, elle dit, déjà on la voit jongler toute seule plusieurs fois, et à un moment, elle dit « je joue tous les postes ». Ce qui est quand même un rapport hyper étrange au foot. Et je pense que ce choix, il illustre un peu la singularité du film. C'est qu'elle prend des sujets un peu identifiés culturellement dans l'imaginaire collectif, mais elle les prend par un axe inattendu et très singulier. Et deuxièmement, que ces motifs qui sont du coup collectifs, apparemment très politiques, islam, homosexualité, football, on sait que c'est des sujets où il y a beaucoup d'enjeux identitaires, idéologiques, communautaires, un peu hystériques dans notre société, elle va les mettre en scène par le prisme de l'individu. Elle n'a pas montré le foot comme une histoire collective mais individuelle, pas montré la religion comme une histoire collective mais individuelle, et pareillement pour l'homosexualité. Et du coup, les conflits dans le film qu'on aurait attendu, les conflits, les clashs, ils vont s'opérer dans son intériorité. Mais on va pas y avoir accès comme des scènes, comme j'ai dit, qu'on aurait attendu assez classiques. Et donc là, déjà, en voyant ça, je me dis, j'ai affaire à un film de quelqu'un qui essaie de pas faire comme tout le monde, et déjà, ça me fait assez plaisir. Ouais, des conflits qui étaient annoncés, moi en tout cas par tous les articles que j'avais lus un petit peu avant sur le film. Et au final, ce film, il nous malmène pas là-dessus, ce qui peut être un reproche, mais ça fait aussi du bien. C'est un film assez joyeux, malgré des moments mélancoliques. Et c'est un récit d'apprentissage, en fait, qui rentre pas dans des clichés. Complètement. C'est-à-dire que la première crainte un petit peu que j'avais, c'était on s'attaque à des sujets déjà assez largement représentés
Et elle les représente pas du tout comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un récit qui, lui aussi, qu'on a déjà vu beaucoup de fois, qui est dit récit d'apprentissage, qu'on pourrait faire remonter, pourquoi pas à Balzac. Enfin, l'idée qu'on va avoir quelqu'un qui vient d'un quartier un peu périphérique, qui va arriver à Paris. Au moment où elle devient adulte, elle va découvrir l'amour, la sexualité, la fête, les études supérieures, enfin voilà, tout ça. On est vraiment dans un sillon très identifié du réalisme un peu à la française, ou peut-être du réalisme tout court. Et de fait, le film est un peu structuré comme ça. On a la première rencontre amoureuse, la première soirée étudiante, la première soirée lesbienne, la première manif. Enfin, on est vraiment dans ce motif d'apprentissage. Mais ce qui est beau dans le film, c'est que toutes les scènes comme ça, elles excèdent un peu ce côté programme. Ça aurait pu être un peu relou si on avait juste un apprentissage. Mais tu vois, par exemple, on a parlé de cette scène qui est notre préférée à tous les deux, je crois, qui est la scène avec celle qu'on pourrait appeler la mentor, qui est le passage obligé du récit d'apprentissage. Tu rencontres quelqu'un qui est plus âgé que toi et qui va t'apprendre un peu ce que tu connais pas. Bah, ça aurait pu être une scène pliée en 2 minutes, ça. Elle va apprendre à Fatima l'homosexualité. Mais on voit qu'elle l'a fait durer. Qu'elle est bien la scène parce qu'elle dure, parce que le dialogue dure, il y a des silences, il y a de la gêne, et que le vrai moment initiatique, qui serait de les voir coucher ensemble, il n'a pas lieu, qu'on va beaucoup plus en parler, et du coup qu'à la place de cette scène qui aurait pu être montrée dans une vision un peu plus banale, comme une scène décisive, elle découvre la sexualité, qui aurait pu aussi être une scène sensuelle, intense et tout, bah là, elle est assez légère, et elle est assez drôle. Et je pense qu'on a vraiment affaire à un humour qui vient dédramatiser littéralement la situation. Tout le film, je pense, fait ça. Il dédramatise des sujets hystériques, il les dédramatise. Et on a pareil dans la scène de la rencontre amoureuse, où évidemment, bah pareil, ça c'est normalement la scène lourde, grandiloquente, tu rencontres l'amour de ta vie. Bah en fait, cette scène déjà, elle est assez drôle parce que c'est une sorte de gag. Elle regarde sur Tinder des gens, elle like une fille, bam, la fille rentre dans la salle. Évidemment, déjà qu'on nous montre un petit peu que c'est artificiel et que c'est un peu drôle, et aussi que cette scène de rencontre, elle est rythmée par un gag qui est que l'asthme doit être mesuré par le dépomètre. Évidemment, c'est très drôle. Et pareil, ça va un petit peu dédramatiser la situation. Je donnerai un dernier exemple de scène dont on a parlé aussi, qu'on aime bien, qui est la scène avec le médecin. Bon, fonction narrative très simple, ce médecin doit nous emmener vers Gina, donc ça... la femme dont elle va la femme dont elle va tomber amoureuse. Fonction thématique, c'est l'asthme comme une sorte de métaphore un peu grossière de l'enfermement de Fatima qui n'arrive plus à respirer. Mais en fait, 90% de cette scène, c'est autre chose, quoi. Elle dure, elle sert à rien. Une fois que ça a été établi, que cette scène va nous faire rencontrer Jinsa, bah, le personnage du médecin, il est beaucoup plus que ça. Déjà, il n'est pas du tout un médecin qu'on aurait attendu. Si ça avait été un médecin fonctionnel, il aurait été un peu dur, froid, rigoureux. Bah là, il est déjanté, il est bizarre. Ouais. Pareillement, le mec de Fatima, son mec au début, ça aurait été très pratique pour le récit que ce soit une sorte de gros macho. Mais pas du tout. Il est assez sensible, il est assez délicat. Bon, il est bizarre par moments, mais je pourrais dire pareil, on va en reparler de l'imam, qui est aussi un imam assez inattendu par rapport à ce que le film aurait eu besoin. Et dernier exemple, ce serait Jinsa, la femme dont va tomber amoureuse Fatima. C'est pas une sorte de pure puissance sensuelle hollywoodienne, et leur histoire ne sera pas une grande histoire passionnelle, torride. Ce sera beaucoup plus singulier et inattendu que ça. Et d'ailleurs, le personnage de Jinsa en elle-même est assez inattendu, comme étant la personne dont on va tomber fou amoureux au premier regard. Et je finis avec ça, que je crois que la force de ce film, ce qui me donne beaucoup de plaisir dedans, c'est que c'est une sorte de galerie de portraits, quoi. On a beaucoup de personnages qui défilent. Rien que dans la bande de potes au début, on la voit pas beaucoup, mais ils existent tous un peu. Ils ont tous une petite existence singulière. Et moi, ça m'a rappelé le cinéma qu'on appelle classique hollywoodien, que le cinéma des années 30-50, qui rappelle toujours un peu, enfin qui raconte un peu toujours les mêmes histoires. Le western va raconter un peu les mêmes trucs, le film noir, machin. Mais ce qui fait qu'on aime ce cinéma-là souvent, c'est que malgré les mêmes histoires et les mêmes thèmes, il y a toujours un grand talent, notamment dans le western, dans le film noir, de caractérisation des personnages. On a des personnages qui sont là pour faire avancer l'intrigue, mais en fait, ils vont toujours faire un peu plus que ça. Et dans le film noir, c'est même des fois une sorte de blague dans des personnages qui sont juste là pour donner une info, et il reste 10 minutes parce qu'on s'intéresse à les faire vivre en tant que personnages. Et là, je trouve que la plupart des personnages de ce film, c'est ça. Ils ont certes une fonction narrative, mais ils ont vraiment une existence. Cette mentor-là, cette femme du date du début, on voit qu'elle prend le temps de nous la faire exister en tant que personnage. Ouais, du coup, c'est vrai que ça fait du bien de voir des scènes comme ça qui tombent pas dans les carcans un peu moralisateurs.
des films sociaux, qui n'est pas non plus dans un militantisme radical, même si on aurait pu l'attendre et même si ça peut faire partie des critiques. Pour revenir sur la scène dont tu parlais dans la voiture, il y a un truc moi je trouve très très beau, très sensuel au final dans cette scène où il y a des longs regards, où c'est un peu drôle, où il y a des mots crus dits par un et pas acceptés par l'autre. C'est vraiment bien fait. Moi j'ai trouvé qu'il manquait malgré tout des scènes, notamment avec la famille, des scènes peut-être qui auraient été plus poussées dans cette famille-là, qui est un peu mis de côté. Mais bon, ça casse pas non plus l'histoire du film. Non, je rebondis juste là-dessus. Je suis d'accord qu'en fait, moi, je dirais que le film, c'est loin d'être un film parfait. On va essayer de voir pourquoi. Mais je pense qu'il y a vraiment une sorte d'équation là qui, pour moi, quand j'y ai pensé après, opérait parfaitement sur le film. C'est comment il arrive, pourquoi il y a des personnages de film qui arrivent à exister et pourquoi d'autres non. Premièrement, j'ai dit, il y a pas mal de personnages qui excèdent leur fonction, mais aussi parce que les bonnes scènes, elles sont longues. Et je pense que vraiment dans le film, si on regarde, toutes les bonnes scènes sont relativement longues, et les scènes que je trouve un peu moyennes, elles sont courtes et elles sont vraiment uniquement centrées sur leur enjeu. Là, je pourrais comparer rapidement 2 scènes du film. Il y a 2 scènes de cours dans le film. La première que je trouve vraiment bien, la scène au lycée, parce qu'elle dure un petit peu. Certes, il est question un peu d'homosexualité vu que on fait le portrait de Dorian Gray. Oscar Wilde, homosexuel notoire, donc on a un petit peu cette thématique qui est là, mais c'est fugitif, et le reste, on a une scène de cours qui est assez juste. La prof, elle se fait pas bolosser complètement, c'est pas non plus un cours passionnant, on a une sorte d'entre-deux qui est assez réaliste, je pense, et la scène va durer, tu vois, on va avoir des longues interactions, elle va continuer dans le couloir, etc. Alors que je pourrais dire en miroir inversé, la scène de la fac en cours de philo, juste le prof il dit on va parler de la Boétie et de l'émancipation, énorme flash, ce film parle d'émancipation et le personnage de prof n'existe pas, il dit ça et il disparaît. Et du coup là on aurait vraiment, quand elle a choisi de faire durer sa scène, même si la scène du lycée elle a un petit peu un côté programme, par la durée elle l'excède, quand elle choisit de faire des scènes courtes, là, c'est un peu faiblard, et la scène de fac, ça aurait pu être une scène d'un mauvais téléfilm, quand même, je trouve. On va vous dire, on fait un cours de philo, super moyen de vous dire qu'on parle de sujets philosophiques, mais on n'incarne pas du tout cette scène. Or, je pense qu'il aurait fallu un peu la faire durer pour qu'elle excède un petit peu son intention là, et que ce prof de fac ne soit pas juste un prof de fac, mais un vrai personnage. Ouais, des scènes longues qui permettent de s'imprégner vraiment de la beauté des couleurs. Il y a vraiment une colorimétrie particulière choisie à chaque scène, et aussi du jeu des acteurs. Il y en a certains vraiment qui jouent parfaitement juste, et ça c'est très fort, et du coup aussi des échanges de regards qui veulent quasiment tout dire. Parmi du coup les scènes un peu marquantes du film, il y a celle qui va propulser cette question de la confrontation entre la religion et l'homosexualité. Donc c'est la scène où Fatima va voir l'imam de la mosquée pour lui poser des questions pour soi-disant une amie à elle, donc qui arrive plus à se concentrer sur la religion et qui en plus de ça est lesbienne. Cette scène-là, qu'est-ce qu'elle apporte du coup au récit ? Alors, en fait, il y a 2 scènes qui explicitent directement le problème. Il y a la scène avec l'imam et la scène du rêve. En fait, ce problème va se rejouer un petit peu quand Fatima est à la piscine et on croit qu'elle est à la piscine. Dans son rêve, elle est à la piscine et elle rêve de l'imam comme ça qui revient, et elle rêve de son ex, qui à ce moment-là son ex, qui réapparaît. Je dirais que ces 2 scènes, on avait un peu choisi de bosser dessus, notamment celle de l'imam, parce que pour moi, il y a toute la force et toutes les faiblesses du film un peu dedans. La grande faiblesse de la scène avec l'imam, c'est qu'évidemment que son enjeu est évident. Enjeu dramatique, il faut qu'on montre que quand même le personnage est tiraillé entre sa religiosité et son homosexualité, qui juste là, comme on a dit, était plutôt à l'arrière-plan. Il y a un enjeu politique pas très subtil de nous dire, en fait, c'est pas que l'islam, c'est ce que dit l'imam, toutes les religions sont comme ça, nous n'avons pas affaire à un film islamophobe. Et il y a un enjeu narratif, cette scène est là pour que Fatima, après, essaie de retourner voir son ex-gars, et qu'il y a besoin qu'à un moment elle retente le coup un peu de l'hétérosexualité. Pareillement, le rêve, aussi un peu banal comme idée, il va illustrer visuellement le tiraillement de Fatima entre homosexualité, avec son amour avec Jinsa, et sa religion avec l'imam. Ce qui est un rapport un peu banal au rêve. On en fait une illustration un peu visuelle de quelque chose qui était déjà présent dans le film et que tout le monde avait déjà un peu senti dans le film. Donc c'est une vision pas très créative de ce que pourrait être un rêve en soi. Je pense qu'on a parlé de Lost Highway, qui me semble un rapport au rêve beaucoup plus profond et créatif que ça. Mais malgré ça, la scène avec l'imam, je crois que malgré tout ce qu'on a dit, elle vaut pour la singularité de son personnage. Comme la scène avec la mentor, cet imam,
On m'aurait dit qu'il y avait cette scène, j'aurais attendu 2 types d'imams un peu. Premier imam, vieux, autoritaire, fermé d'esprit, qui lui dit voilà, c'est mort, qu'il engueule, quoi, le bon imam ou prêtre ou rabbin à l'ancienne. Ou j'aurais attendu le vieux sage bienveillant qui lui dit non mais tu sais, l'islam est une religion d'amour et de tolérance, nous ne rejetons personne, voilà. On aurait un peu attendu ces 2 figures un peu obligées. Et là, cet imam, il est assez singulier parce qu'il a une langue, il est très doux, il est très compatissant, et en même temps, il est très dur dans ses mots. Il y a une sorte d'ambiguïté, un petit peu de contraste entre la dureté idéologique de ce qu'il dit et la douceur et la compassion avec laquelle il le joue. D'ailleurs, le jeu de l'imam en lui-même, il est assez calme, assez doux, assez inattendu. Hein. Franchement, je ne crois pas qu'on ait déjà vu d'imam représenté comme ça, dans le cinéma français en tout cas. Alors je pense que déjà ça m'intéresse parce que c'est assez singulier et inattendu. Moi ça m'intéresse toujours quand on arrive sur des personnages auxquels je m'attendais pas. Et je crois aussi que, je vais pas me prétendre du tout expert sur la question, mais ça me paraît une vision assez moderne et pertinente de comment des figures d'autorité religieuse, musulmanes ou d'autres, adaptent leur manière de parler, adaptent leur comportement aux évolutions sociétales. C'est sûr que cet imam est au courant qu'il y a des musulmans qui ont des penchants homosexuels et que dans la société dans laquelle il est, il peut pas s'il les envoie juste chier, il y a un risque qu'ils les perdent en tant que fidèles. Et donc il doit arriver à être dans cet équilibre-là, cette subtilité-là, et je trouve qu'on la sent vachement bien. Et la scène du rêve, je dirais pareil, j'ai dit que dans son idée, j'aimais pas trop, bon, je vais pas me prétendre cinéaste, mais je l'aurais pas faite, a priori. Mais elle est aussi un peu bizarre. Et il y a notamment une bizarrerie sonore que je trouve assez puissante. C'est quand elle plonge dans l'eau, qu'elle a la voix de l'imam qui apparaît, mais c'est pas les mots de l'imam. On entend l'imam chanter. On l'a pas entendu chanter avant, c'est déjà un peu bizarre. Mais on retrouve aussi ce rapport très esthétique à la religion qu'on a vu dans la prière. Quand Fatima, on la voit prier, on a des très beaux plans sur elle, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Et il y a un rapport à la religion que je trouve assez intéressant dans le film, c'est d'en voir avant tout comme un phénomène esthétique. Et que ce qui la travaille dans la religion n'est pas les mots de l'imam, n'est pas le verbe du texte, mais c'est le chant. C'est la dimension un peu sensible de la religion. Et comme on avait vu, pareil, hein, ce qui était beau dans la scène de prière, c'est la nuit, le tapis sur le sol, un corps qui se courbe, c'est des images très belles, je trouve. Et pareil, le chant de l'imam, c'est très beau. Et moi, je crois que c'est quand même beaucoup ça, la religion. On peut être religieux pour des raisons idéologiques, on l'est aussi beaucoup parce qu'on a un attachement symbolique, il n'y a qu'à voir dans le christianisme, les cathédrales, les vitraux, c'est très puissant. Et donc, je trouve que le fait que ce qu'elle montre comme ce qui touche profondément dans son rêve Fatima n'est pas la dimension verbale de l'islam, mais c'est sa dimension esthétique, sensible. Je trouve que c'est une très belle idée et qu'elle sauve un petit peu cette scène. Oui, ça fait du bien d'avoir la religion, l'islam en tout cas traité de cette façon-là. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Ce film, forcément, c'est un film d'amour lesbienne, donc forcément il est dans la lignée de réalisateurs bien connus. De Keshish. Alors pour toi, en quoi il lui rend hommage et en quoi il s'en éloigne également ? Alors, je précise, si je vois une filiation avec Keshish dans ce film, c'est pas uniquement parce qu'on est sur un film d'amour lesbien, mais c'est parce que déjà, Afzia Herzi, de fait, est une actrice qui a été révélée par les films de Keshish. Oui. On la voit dans La Graine et le Mulet, que je conseille à tout le monde, voilà, qui est un immense film. On la retrouve dans Mektoub My Love, qui est jusqu'à maintenant le dernier Keshish. Mais surtout, le lien avec La Vie d'Adèle, c'est que la structure du film est identique à La Vie d'Adèle. On a une lycéenne de milieu populaire qui est attirée par une femme d'un milieu un peu plus bourgeois, disons. Dans La Vie d'Adèle, c'est de la grande bourgeoisie, là c'est plutôt mais elle est quand même médecin, donc on vient quand même d'un monde un peu plus bourgeois, qui va devoir réussir à conjuguer un petit peu l'apprentissage de la sexualité homosexuelle avec le rejet éventuel de ses proches. Il y a des scènes de La Vie d'Adèle qui reviennent, la scène où Fatima bouffe des pâtes, on peut pas ne pas penser à la scène où Adèle mange, le fait que la femme dont elle est amoureuse fasse de la peinture, c'était aussi le cas dans La Vie d'Adèle. Il y a d'autres scènes sur lesquelles on va revenir plus tard, mais qui retravaillent des motifs de La Vie d'Adèle. Mais je crois qu'en fait, si Afzia Herzi reprend, et évidemment qu'elle y a pensé, La Vie d'Adèle, c'est pas tellement pour faire pareil, c'est plus pour montrer à quel point elle fait des films qui sont différents, quoi. Elle s'est, je pense, complètement émancipée de Keshish, parce que Keshish, si on pense à La Vie d'Adèle ou à ses autres films, ce qui l'intéresse, c'est filmer là où ça vibre, quoi. Ce qui l'intéresse dans
cette histoire avec la vie d'Adèle, c'est de filmer des jeunes femmes qui rient, qui crient, qui mangent, qui baisent. Il y a de la musique très forte, beaucoup de scènes de danse, de sensualité. C'est peut-être le mec qui a le mieux filmé la danse du monde. D'ailleurs, Avzi Herzi a notamment été révélé par une scène de danse du ventre dans La graine de le mulet qui est stupéfiante, quoi. D'ailleurs, la caméra est toujours en mouvement. Voilà, c'est vraiment de capter la vitalité au sens presque mystique du terme, quoi. Je capte là où ça vibre. Et c'est justement ça que Herzi, elle filme pas. Dans ce film, comme tu as dit au début, tout est assez calme. Elle filme beaucoup de silence. La caméra est très posée. La musique est calme, douce, assez peu présente. Il y a beaucoup de scènes sans aucune musique. Et je pense, pour aller un peu plus loin sur la comparaison, je voulais comparer un peu deux scènes qui sont des reprises explicites de la vie d'Adèle. La première, c'est la scène où Fatima rencontre une Allemande au bar. C'est vraiment la même scéno, le même lieu quasiment que la rencontre entre Léa et Adèle dans La vie d'Adèle. Le chemin du personnage est un peu le même. C'est une grande étape dans sa découverte de son homosexualité. Elles sont accoudées à un bar, il y en a une qui boit pas. Enfin voilà, tout ça c'est La vie d'Adèle. Mais si tu regardes, j'ai revu du coup la scène chez Keshish. Déjà, elles sont juste à côté de l'autre, les deux personnages, et on voit tout de suite que Adèle est fascinée par Léa Seydoux, qu'elle est complètement emportée par sa fascination, son magnétisme et tout. Et par contre, dans la scène de la petite dernière, les deux actrices sont assez loin l'une de l'autre. Hein. Elles se tiennent loin. Il y a beaucoup de silence, et en plus, c'est pas une scène importante. Cette scène n'est pas une scène de rencontre où leur destin va se jouer. Cette Allemande, elle va disparaître du film. Comme d'ailleurs, tous les personnages de ce film en disparaissent quasiment. Il n'y a que Jinsa qui revient comme une sorte de fantôme. On va en reparler. C'est vraiment un fantôme, ce personnage. Mais les autres, la mentor, c'est réglé, elle disparaît. Le médecin, c'est réglé, il disparaît. Et du coup, cette Allemande va aussi disparaître. En gros, chez Keshish, c'est la scène de la rencontre avec un grand R. Le grand moment un peu mystique. Dans cette scène-là, c'est une scène assez secondaire, assez prosaïque et tout. Et je pense que l'autre scène où j'ai pas mal pensé à Keshish et où là, vraiment, j'ai compris qu'on était dans deux univers qui n'avaient rien à voir, c'est la scène de la rupture, qui est une des scènes les plus marquantes de La vie d'Adèle, très longue, qui naît d'un conflit. Du coup, Léa Seydoux, la bourgeoise un petit peu, croit qu'Adèle la trompe avec un gars, scène de jalousie, ça crie, ça pleure, ça se gueule dessus, c'est hyper intense et tout. La séparation, la scène de rupture dans la petite dernière, c'est la dépression. Littéralement, elle dit « je suis dépressive ». C'est des corps qui s'affaissent, qui n'expriment pas. C'est une scène très immobile, très calme. Il y a une sorte de refus de l'expressivité et de la chaleur. Il n'y a qu'à comparer le choix des actrices, d'ailleurs. Hein. Prendre Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, c'est vraiment des actrices qui en jettent, quoi. Dès qu'Adèle Exarchopoulos ouvre sa gueule, c'est une sorte de torrent d'émotions et de vitalité. Fatima, elle parle pas. Et Jinsa, on voit qu'au contraire, c'est plutôt une présence très douce, très calme, qui parle doucement et tout. Et je finirai avec deux idées rapides. La première, c'est que c'est marrant parce que je me suis dit que les actrices et les acteurs de la petite dernière jouaient un peu comme joue Avzi Herzi dans les films de Keshish, où justement, elle dissonait dans La graine et le mulet. Dans La graine et le mulet, Avzi Herzi, elle a cette présence un peu fantomatique, froide, qui est pas du tout ce que filme Keshish d'habitude. La deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'en fait, ce film, je crois qu'il dispose d'une hypothèse que je trouve intéressante, c'est que le côté fantomatique de Jinsa et de Fatima. Jinsa, on a vu, qui est une sorte de dépressive, qui ne parle pas, qui s'affaisse, et Fatima, qui est une sorte de fantôme, qui ment sur son identité, qui est un peu tout le temps habillée en noir, qui est là et pas là, qui est là mais qui dit rien. Enfin là, ils sont tous les deux un peu dans ce truc-là. Qu'en fait, ce côté fantomatique un petit peu, ce serait un petit peu le symptôme de l'exil qu'elles ont chacun vécu. Une des seules choses qu'on sait de Jinsa, c'est qu'elle a quitté la Corée à 7 ans, qu'elle est arrivée tard en France et que sa famille est rentrée, donc elle est vraiment une exilée d'une certaine manière. Et que Fatima, elle aussi, est une sorte d'exilée de son milieu d'origine, vu qu'elle est en train de rentrer avec Jinsa dans le monde parisien, de l'homosexualité, de la fête et tout. Ouais. Et je trouve qu'on retrouve ça de manière très belle dans la scène de sexe où elles se retrouvent, où elles vont un peu se dissoudre dans la forêt comme des spectres. Et leur scène de sexe n'est pas du tout animale, sensuelle, c'est pas le mot, mais n'est pas du tout animale et vigoureuse comme l'aurait filmé Keshish. Elle est très évanescente, elle est très nuageuse un petit peu. Et je finis avec ça, ce côté un peu spectre, moi je l'ai beaucoup ressenti dans le dernier plan du film. Elle hante ce terrain de foot quand même. Elle est toute seule sur le terrain de foot en train de jongler. C'est un peu l'esprit du terrain de foot, Fatima. Et ça, on pourrait retrouver un motif un peu religieux d'ailleurs dedans. C'est une sorte de spectre, ce personnage. Ces deux femmes sont d'ailleurs des solitaires, des marginales. Hein. Complètement, ouais. Bon, d'ailleurs, c'était une expressivité de cette actrice, Nadia Meliti, qui a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation à Cannes. Elle est forcément sublimée par cette technique qui est utilisée tout le long du film, c'est le gros plan et le flou.
Ouais. qui est vraiment surutilisé dans le film. Comme Keshish utilise beaucoup aussi, mais là on n'est pas sur du gros plan, on va suivre en temps réel l'actrice en train d'agir, c'est plutôt des plans assez calmes, on voit l'actrice en train de rien faire, quoi. Ouais, c'est vraiment l'expression l'opposé. par le visage, toujours par les regards, par les petites mimiques de bouche, c'est ça qui fait les dialogues. Hein. Ouais, et voir dans le cas de Fatima, c'est souvent l'inexpression, quoi. Ouais. En plus, c'est marrant parce que du coup notre dernier podcast c'était sur adolescence où on avait un peu critiqué l'obsession du gros plan. Mais après, comme on dit souvent dans ce podcast, il y a pas on considère qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière de filmer en soi. Un gros plan, c'est pas bon ou mauvais en soi. Ce que on reprochait à adolescents, c'était plutôt le fait que le gros plan, il était toujours là pour nous dire voilà ce qui se passe dans la tête du personnage. Regarde, il est triste. Alors, pour être bien sûr que tu as compris, je vais te le filmer de très très près en train de pleurer. Donc on avait une sorte de gros plan, comme une sorte de porte d'entrée complètement pas ambiguë sur l'intériorité du personnage. Alors ici, c'est l'inverse. Hein. L'actrice, on la filme, mais justement, on sait pas trop ce qu'elle pense. Alors de ça, on peut développer plusieurs trucs. Je pense déjà, ça me paraît une vision assez juste de l'adolescence. Hein. On montre souvent l'adolescence au cinéma comme le moment de la vitalité, des cris, des chants, de la danse, du sexe et tout. Bon, l'adolescence, c'est aussi beaucoup des gens qui ne s'expriment pas, qui sont mutiques, et c'est pas une vision qu'on voit si souvent hors du registre de la comédie, quoi. Dans la comédie, des fois, on se fout un peu de la gueule de l'ado boutonné de 15 ans qui dit rien, mais souvent, on a plutôt envie, comme le fait Keshish, de montrer l'adolescence comme un grand moment d'exubérance. Donc déjà, je trouve ça assez juste. Deuxièmement, forcément, ça nous capte. Hein. T'as dit, du coup, on s'accroche à tout petit regard, à toute esquisse de sourire. On se demande quand est-ce qu'elle va sourire. D'ailleurs, il est fait référence à la Joconde à un moment dans le film, je sais plus pourquoi, mais il fait référence à la Joconde. Bon, c'est quoi la Joconde sinon ça? On a un visage inexpressif où tout le monde se prend la tête sur est-ce que son sourire se décolle un petit peu. Et la scène qu'on adore tous les deux avec la mentor, on attend le sourire sur le visage de Fatima quand l'autre lui fait des vannes, ou au contraire, on attend le désir, le dégoût, enfin tout ce qui pourrait se jouer dans cette scène. Qui est une libération à chaque fois, le petit sourire qu'elle fait dès que sa mentor lui dit un truc qui la fait rire, c'est une libération pour le spectateur. Hein. Et parce que du coup, là pour le coup, je suis rivé à son visage, parce que j'attends de voir ce qui va en sortir. Elle aurait souri dès le début avec un gros plan comme dans l'adolescence, bon, j'aurais dit c'est bon, j'ai compris. Et du coup, ça nous laisse beaucoup de place au spectateur. Et je pense dans cette scène, c'est vraiment exemplaire. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, cette Fatima, et tout est un peu possible. Quand, j'ai oublié le nom du coup du personnage, je lui raconte comment c'est quoi ses techniques, un petit peu son arsenal sexuel. Est-ce que ça excite Fatima? Est-ce que ça la dégoûte? Est-ce que ça la fait rire? Peut-être un peu tout ça en même temps, mais en tout cas, c'est très riche. Il y a beaucoup de jeux. Et ce qui se joue dans Fatima est intérieur, quoi. Ça sera très peu extériorisé et on retombe un petit peu sur ce qu'on a dit au début. Tout ce qui est de l'ordre du conflit et de l'expressivité va être un petit peu absenté pour, au contraire, laisser beaucoup de place, un peu nuageux comme ça, au spectateur. Ouais, d'ailleurs, ce jeu-là sur les visages et cette espèce d'inexpressivité, ce calme, ces moments un peu qui flottent, ça nous a beaucoup fait penser à Certain Woman de Kelly Reichardt. Ouais. Non, complètement. Je pense qu'on est. Moi, le film, vu que forcément, maintenant, quand on voit des films et qu'on décide de faire un podcast dessus, je repense un peu aux épisodes d'avant. Il m'a fait penser à deux choses. En fanfare, pour le côté, je vais voir un film sur un sujet ou vraiment red flag, quoi. Genre, je sens. Et au final, le film me déroute complètement pour le fait qu'il prend pas du tout ces portes-là. Et deuxièmement, c'est la saisie du conflit sur un mode calme, quoi. Prendre des conflits politiques, on a vu dans certaines femmes, il est question de classe sociale, de misogynie, de plein de choses, de racisme et tout. Mais on le prenait par l'angle du non-drame. On regarde plutôt ce qui est de l'ordre du banal, du prosaïque et tout. Et je pense qu'on aurait à faire vraiment un film qui serait l'anti-hystérie, quoi. Des sujets qui sont de base un peu hystérisés dans la société française et peut-être au-delà de la France, et elle les prend par l'angle du calme, et même les moments où les conflits sortent, comme la scène avec l'imam, ça se fait quand même par rapport à la douceur. C'est pareil, hein, les sœurs qui lui disent, ou son mec, qu'elle est pas féminine. On n'en fait pas un drame, mais ça existe. L'option centriste facile aurait été d'enlever tout ça. C'est pas enlevé, c'est comme dans Kelly Reichardt, c'est pas enlevé, c'est là, mais on se dit que c'est là dans la texture de son quotidien, mais qu'on va pas en montrer le drame. Et c'est pareil, hein, la question... on a vu une émission ensemble où il était dit que la question du racisme était absente, quasiment. Elle n'est pas absente, mais c'est un racisme qu'on pourrait appeler complètement banal et quotidien, qui est que, quand même, quand elle fréquente Paris, tout le monde lui demande ses origines. Mais c'est juste pas un racisme qui serait sous l'ordre de l'agression,
explicite, ce serait un racisme beaucoup plus quotidien. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans ces tout petits détails où le médecin, quand il présente Jinsa, il se trompe de nom. Il l'appelle Jian, je crois. Bah, pareil, ça c'est typiquement Kelly Reichardt. C'est je vais montrer que ça existe, mais vu que, on va dire, la Vulgate s'intéresse à ces conflits-là toujours dans l'ordre de l'extrême, de ce qui est, on est tous d'accord pour dire que, enfin, malheureusement non, mais on pourrait beaucoup être d'accord pour dire qu'une agression raciste explicite est condamnable, bah elle va regarder tout ce qui est à côté de ça et auquel on s'intéresse beaucoup moins. Ouais, plusieurs fois les petites remarques, ah tu bois pas, qui sont ponctuées plusieurs fois dans le film, à chaque fois de ah oui c'est vrai que toi tu bois pas. Ouais. D'ailleurs avec ce truc que déjà apparaît dès le début du film, moi j'ai quand même été charmé par ça. Tu vois, au début elle prend une réflexion homophobe directe dans le couloir de l'école, cette réflexion là d'un personnage qui semble d'apparence assez homosexuel. En tout cas, d'ailleurs, il me semble qu'elle lui dit que c'est un gay, je crois. Bon, bah pareil, c'est quand même intéressant cette idée que on va pas faire que l'agression homophobe vient d'un gros gars viril, mascu. Elle va venir d'un gars où c'est un peu inattendu. Bref, toujours la porte d'entrée un peu inattendue dans les sujets. Et je finirai là-dessus que ce caractère paisible, on le retrouve dans la structure même du film. Parce que tu as parlé de récit d'apprentissage. Souvent, le récit d'apprentissage, au début, on prend un personnage au début, et puis à la fin, le personnage a évolué. Il va avoir vécu des drames, des conflits, on va le lâcher quand il a évolué. À la fin de la vie d'Adèle, Adèle marche seule dans Paris. Elle est rentrée dans Paris, elle n'a plus dans cette relation amoureuse-là, mais on comprend, elle est devenue une femme, quoi, une adulte. Bah là, déjà, le film, il est pas structuré linéairement, il est structuré par les saisons. Donc il est déjà dans un truc, c'est printemps, été, il est déjà dans un truc un peu cyclique et pas en ligne droite. Et on finit là où on a commencé. Dans l'émission qu'on a regardée aussi, il était dit qu'à la fin, Fatima s'était émancipée, qu'elle avait résolu ses problèmes. Alors attends, si tu veux me montrer un personnage qui a évolué, qui s'est émancipé, tu me la remets pas là où elle a commencé au début. Non seulement la scène de fin rejoue le début, c'est-à-dire Fatima seule sur son terrain de foot, mais en plus elle tourne en rond sur son terrain de foot. Elle jongle toute seule, sans avancer, quoi. Et donc moi, ça me ferait aussi penser ça à un autre cinéaste que je pense qu'Afzia Herzi aime, j'aurais tendance à croire qu'elle l'a vu, qui s'appelle Ozu, qui est un cinéaste japonais qui va faire un petit peu comme elle fait là. Il va toujours prendre des sujets un peu dramatiques, il est toujours question de mariage, du deuil, voilà, des sujets un peu graves, mais il va toujours en montrer la face très paisible, et ses films sont quasiment toujours rythmés par le passage des saisons, quoi. Les films de Ozu s'appellent Printemps, je sais plus quoi, Printemps précoce, Automne à Tokyo, Été brûlant, enfin là je les invente un petit peu parce que je les ai plus tous en tête, mais il est beaucoup question du passage des saisons dedans, et dans l'idée qu'en fait, ces grands drames de la vie humaine, la mort, la violence, l'amour, tout ça, bah lui il va les regarder avec un regard très calme. Et ça, je pense que c'est vraiment la beauté de ce film, c'est que malgré les défauts qu'on a pu éclairé, je pense. Il est très calme et il s'intéresse à justement ce qu'on ne filme jamais ou très peu, qui est l'antidrame. Je prends un sujet dramatique et je vais le dédramatiser, quoi. Oui, mais pour revenir à ce truc d'émancipation, moi c'est vraiment un mot qui m'a fait un peu bondir et qui me fait un peu chier d'entendre ça, l'émancipation à chaque fois, parce que je pense pas qu'elle ait besoin de s'émanciper de grand chose. Elle est déjà très libre, elle fait ce qu'elle veut, elle aime sa religion et elle la pratique comme elle le désire. C'est au-delà d'une histoire d'émancipation, c'est plus une histoire de elle trouve l'amour, quoi. C'est surtout ça, en fait. Elle touche du bout des doigts l'amour qui la rend heureuse, plus que vraiment s'émanciper d'une condition. Oui, bah en plus, là, par rapport à ce que tu dis, il y a plusieurs choses dans le film qui font droit un peu à cette hypothèse-là. Premièrement, le fait que sa famille, qui a beau être une famille musulmane, qui lui fait des critiques sur le fait qu'elle ne s'intéresse pas à la cuisine, alors qu'une femme doit s'intéresser à la cuisine, le fait qu'elle est masculine, enfin qu'on lui dit qu'elle n'est pas efféminée, ou je sais pas quoi, elle est quand même, c'est une famille assez cool quand même, et je pense d'ailleurs qu'il y a un truc assez ambigu, hein. Pareil, l'émission du coup qui vient de l'émission Parole d'honneur, qui est intéressante sur plein d'endroits mais qui pour moi passe un peu à côté du film, nous dit qu'il n'y a pas eu tout de conflit, enfin que la mère de Fatima n'est pas du tout embêtée par le fait que Fatima rentre tard le soir, par le fait que elle, d'ailleurs, la mère ne lui fait pas tellement de remarques, hein, sur le fait qu'elle serait masculine, etc. Je crois qu'avant tout, pour la mère, ce qui la rend fière, c'est le fait que Fatima s'intègre à la société française. On a affaire à quelqu'un qui, on voit que sa grande fierté, c'est le fait que Fatima a eu son bac. Je dis pas que c'est bien, hein,
pas pour, enfin, je serais pas pour le fait que l'horizon des gens soit d'avoir des grandes études et d'intégrer la fac, du tout. Mais là, je me mets dans la tête du personnage. On voit bien que c'est ça qui l'intéresse, ce personnage-là. Et elle lui fait pas du tout de leçons musulmanes, par exemple, sa mère. Sa mère lui dit, à la fin, semble accepter la marginalité de Fatima en lui offrant le maillot de foot. Est-ce que ce maillot de foot veut dire qu'elle a compris qu'elle était lesbienne ? Je suis pas sûr que ça aille jusque-là, mais qu'en tout cas, elle accepte la marginalité de sa fille. Mais aussi que ce qu'elle voit avant tout dans le schéma de Fatima qui arrive dans Paris, c'est le fait que Fatima va peut-être avoir une ascension sociale. Et que quand elle regarde, il y a ce plan un peu furtif où elle regarde le diplôme du bac et où elle dit « Ah, ça me rend fière ». On comprend bien que c'est ça son affect maître à elle par rapport à sa fille. C'est sur un plan affectif le bonheur de sa fille, évidemment, mais c'est aussi sur un plan social. C'est pas tellement je veux lui transmettre l'islam, même si peut-être qu'elle le fait aussi, c'est je veux que ma fille perce, quoi, qu'elle ait une vie économiquement stable dans la société française et donc qu'elle fasse des grandes études, par exemple. Et donc voilà, le fait de ne pas mettre en avant le caractère oppressif de cette famille, déjà c'est pas complètement vrai, parce qu'il est quand même présent. On a parlé des répliques de la sœur, etc. Mais c'est aussi qu'il y a d'autres choses à l'œuvre que juste la conflictualité entre tradition islam et homosexualité. Il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent dans ce film, notamment l'arrivée à Paris, l'entrée dans les études. C'est autre chose que juste la découverte de l'homosexualité, quoi. Ouais. Ce dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, c'est, moi, c'est un peu la seule critique que j'avais sur le film, c'est le fait que même s'il y a des visages qui sont tous très différents, dans les scènes un peu sensuelles ou dans les scènes d'amour, les corps féminins sont quand même assez normés. J'ai l'impression que c'est quand même tous des corps féminins qui rentrent dans les normes de séduction qu'on connaît assez classiques. Bah, c'est le cas des personnages avec qui Fatima a vraiment une histoire. C'est peut-être un peu moins le cas de la première femme qu'elle rencontre, donc qui est très belle aussi, mais qui est moins dans des codes cinématographiques de la beauté. On voit pas son corps à elle. C'est et plus, on voit pas le corps, tu vois. T'as raison. Alors après, là où je modaliserai un petit peu ce que tu as dit, c'est premièrement le fait que c'est vrai que c'est des femmes qui sont assez belles, avec qui ont un corps assez normé, mais en même temps, on n'est pas non plus dans une beauté irréaliste. On n'est clairement pas dans le cinéma hollywoodien, ou même dans le cinéma français, hein, où souvent les femmes, et parfois les hommes aussi, sont très normés. On est quand même dans des beautés qui me semblent assez proches de beautés qu'on peut voir dans la rue, dans la vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est que elle ne filme pas du tout ces personnages-là avec une caméra sexualisante, je trouve. Oui. Ce qui n'est pas forcément bien ou pas bien. Il y a des cinéastes qui filment de manière très sexualisée et c'est génial. Je parlais de Keshish avant, moi je trouve qu'il filme extrêmement bien le sexe. Mais là, au contraire, j'ai plutôt l'impression que Jinsa, par exemple, qui certes on pourrait dire c'est une femme assez belle, assez normée et tout, mais elle est quand même vraiment filmée comme une sorte de présence complètement désexualisée. D'ailleurs, ça va, je pensais aussi, la musique me fait penser à ça. La musique pendant la scène de sexe qu'elles ont dans la forêt, c'est des sortes de voix un petit peu éthérées, angéliques, pas du tout sensuelles, beaucoup plus un peu mystiques, un petit peu évanescentes et tout. Et donc je trouve que malgré ce bémol que j'entends, je trouve que malgré tout, ces corps-là sont filmés pas du tout d'une manière sensuelle, et donc en fait ils sont très peu érotisés. Pour le dire autrement, elle a pris des femmes qui effectivement de fait sont assez belles et répondent assez bien aux normes de la beauté cinématographique, mais elle les filme pas du tout comme ça. Et même la scène de plan à 3 entre les deux, voilà, le couple. J'allais justement moi te mettre cette scène comme contradiction. Alors une scène très érotique et moi je me suis demandé pourquoi elle était là, cette scène, un petit peu parce qu'il y a vraiment ce corps qui se tend, qui est très beau, qui est très je sais pas. Alors moi je dirais deux choses différentes. Premièrement, je trouve que cette scène n'est pas dingue parce qu'elle dure pas assez, mais comme toutes les scènes du film, hein, qui sont pas forcément mauvaises. Par exemple, ce serait pas pour la scène de la Gay Pride, elle est pas nulle, mais elle dure tellement peu qu'au final, bon, la Gay Pride c'est la joie. J'aurais bien aimé avoir un peu plus que ça. Et donc du coup cette scène-là, je la trouve pas géniale non plus de ce point de vue-là. Après, je pense qu'il y a aussi un autre truc du film auquel il est pas mal fait référence, et t'as parlé des couleurs et tout. Je pense qu'elle a un côté un peu peintre, Asia Herzi. Je pense que quand on a parlé de portrait avant, faut l'entendre littéralement, et que un des motifs de la peinture, c'est le nu, quoi. Oui, elle va filmer une femme nue, qui d'ailleurs, cette femme dont j'ai oublié le nom du personnage dans le film, elle a une tête de modèle de peinture. D'ailleurs, elle ne parle pas. Hein. Cette femme blonde là, on l'entend. Elle a une tête de Madone, mais elle dit quasiment rien. Donc c'est vraiment la personne qu'on va peindre. C'est un peu, je sais pas, la Joconde, n'importe qui. Et donc je pense, là, je parlerai pas moralement de ce que c'est bien ou pas de filmer comme ça, mais je pense, moi, quand elle filme cette scène de nu, alors
bon, là, on serait pas d'accord. Moi, je trouve que c'est des femmes très belles et ça pourrait m'exciter, une scène comme ça. Je trouve pas que la scène m'excite du tout. Je trouve qu'elle est, au contraire, extrêmement froide et assez, encore une fois, nuageuse. Elle est un peu, voilà, on n'a pas des plans, on n'a pas des corps qui se touchent, qui se tapent fort. Tu vois, on n'a pas du tout, on va dire, le côté un peu sensuel, animal, magnétique de la sexualité. On regarde plutôt comme ça, quand même ça, un petit peu de loin. Et moi, je le regarde, je vois plutôt cette scène comme je vois des tableaux de nu, quoi. Qui souvent, les tableaux de nu sont pas très érotiques. Souvent, dans la peinture, on voit des corps magnifiques d'hommes, surtout de femmes, dans la peinture de la Renaissance. Botticelli peint des femmes nues sublimes, mais ces tableaux en eux-mêmes, on est dans une beauté qui est presque un peu spirituelle. Je regarde des corps de Madone, comme tu as dit, mais on n'y a pas un rapport sexuel, quoi. On les regarde plus d'un point de vue plastique, rêveur, machin. Et moi, cette scène-là, elle m'a plutôt mis dans cet état-là, quoi. En tout cas, c'est un film qui est très joyeux, moi qui m'a fait beaucoup de bien. Alors certains du coup reprocheront en effet qu'il n'y ait pas cette contradiction, ce rapport de force politique. Et moi ça m'a fait du bien. Et donc vive les queers, vive les lesbiennes comme ils disent dans le film. Et voilà, ouais, c'est un film doux. Mais je rebondirais juste sur un truc que tu as dit, sur le fait que tu as dit on lui reproche de ne pas être assez conflictuel. Et moi, je dirais que c'est presque un bon signe pour une œuvre d'art, le fait que, parce que moi j'ai entendu deux sons de cloche politiques de bords assez opposés. L'un, on l'a dit, plutôt la bande décoloniale, qui serait plutôt de dire, bon, bah, en fait, ce film apaise et nous montrerait comment une jeune femme s'émancipe de la religion pour devenir lesbienne. Bon, l'émancipation de ta famille, de ta religion, quand à la fin du film, tu es sur le terrain de foot où tu étais depuis le début, avec un maillot que t'a offert ta mère, j'appellerais pas exactement ça un symbole d'émancipation de sa famille, mais passons. Et il y aurait plutôt une critique un peu plus de droite, qui serait de dire attends, c'est quoi ces conneries, l'islam c'est des fachos, enfin il dirait pas c'est des fachos du coup, mais il dirait l'islam c'est des rigoristes, ils veulent égorger les homosexuels, alors que là la maman elle est hyper douce. Bah, le fait que le film désarçonne cette lecture là, je dirais déjà que moi ça m'intéresse, parce que j'ai affaire à un film qui n'est pas rentré dans des cadres préécrit de son sujet. Et que moi, il m'intéresse de ce point de vue-là. Et deuxièmement, que je trouve sévère de dire que les conflits sont absents. Pour moi, ils ne le sont pas. Ils sont juste montrés comme quelque chose qui sont de l'ordre de l'intériorité. Ce qui, d'ailleurs, moi, je trouve que le film, alors je n'ai aucune idée des options ni politiques, ni religieuses, ni quoi que ce soit d'Avi Arzi, mais pour moi, ce film a quelque chose d'éminemment spirituel. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est chrétien? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il est autre chose? Mais on est quand même en train de regarder un visage qu'on attend d'être animé. On a parlé du truc du portrait, on a parlé du fait qu'on avait affaire à des fantômes, des personnages qu'elle voyait dans ses rêves, son idéal un peu de femme revenir la hanter dans ses rêves, qu'elle va rêver de chants religieux qui deviennent un petit peu universels parce qu'il n'y a plus de mots dedans. Enfin, d'ailleurs, ce calme dont tu as parlé, moi, m'évoque la religion, le fait qu'on va essayer de montrer le calme et l'aspect paisible et bucolique presque du monde me paraît quelque chose qui a été beaucoup travaillé par l'art religieux. Et de ce point de vue-là, je pense pas du tout que la question religieuse soit absente. Je pense qu'elle est juste traitée différemment. Et l'exemple même, ces scènes vraiment que j'aime bien, de prière au début, c'est complètement ça. C'est en parallèle du reste. C'est en toile de fond, là. En toile de fond, c'est là, on l'a vu. Et limite, pour provoquer un petit peu, je dirais presque que je me suis senti vraiment respecté en tant que spectateur. T'as pas eu besoin, pendant 1h20, parce qu'à un moment que ça arrive, t'as pas eu besoin de me dire que, ah oui, quand même, l'islam dit que l'homosexualité c'est péché, et donc elle doit être tiraillée. Mais t'as pas besoin de me le dire. Toute la société française est hystérique sur ce sujet depuis des décennies. On est tous au courant. Dessine-moi ça différemment. Montre-moi autre chose de la religion musulmane et des liens éventuels qu'elle pourrait avoir avec la sexualité que ça, quoi. Et là-dessus, le film où j'ai dit que je le trouve pas parfait, il me donne de la joie comme toi. Je suis vraiment sorti avec un sourire. Pas un sourire en mode tout va bien, on est heureux. On a dit la fin, elle n'est pas vraiment une résolution heureuse, je pense. En tout cas, moi, je ne la vois pas comme ça. Par contre, joie de voir un sujet attaqué autrement et de voir une galerie de personnages. Moi, c'est de là-dessus que je finis. Voilà, des beaux portraits, quoi. Des personnages qui existent. Ce médecin, cette Jinsa, machin, c'est des personnages qui existent vraiment. Et que le film m'a donné le sourire par le fait qu'ils étaient justes. Et ça, je pense, c'est quand même une des grandes joies de l'art, c'est quand ça touche juste. On a l'impression, ah, ça, je reconnais la finesse et la subtilité du réel, je la vois. Tout à fait. Un film à voir à travers le prisme de l'art et de la poésie, plus que dans le prisme du militantisme et de la politique, même si c'est politique forcément. Merci beaucoup, Hugo. Et merci à toi. Et merci aux auditeuristes de La Phase de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.